Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette deuxième vidéo dédiée à l'introduction sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on va continuer avec le machine learning. Euh, Comme on avait dit, le machine learning consiste à créer des modèles donc, qui peuvent apprendre à partir de données. Donc, on a deux termes qui sont très importants, l'apprentissage et les données. Donc, qui parle d'apprentissage parle de méthodologie et de méthodologie, mais aussi d'algorithmes qu'on peut utiliser pour faire cet apprentissage. Donc, aujourd'hui, on va essayer de parler un peu des méthodologies en fait qu'on peut utiliser pour faire de l'apprentissage automatique. Et parmi ces méthodologies, j'avais introduit l'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé et l'apprentissage par renforcement. Donc, on va essayer aussi de rajouter l'apprentissage semi-supervisé et autosupervisé. Donc, rapidement, on va essayer de définir ce que c'est que l'apprentissage supervisé. Donc, c'est une méthode du machine learning où le modèle apprend à prédire des sorties correctes à partir de données d'entrée annotées avec leurs réponses correspondantes. Donc, on peut l'utiliser sur tout ce qui est classification, régression, reconnaissance de motifs, optimisation de décisions, analyse prédictive, etc. Donc, comme exemple, la prédiction de prix d'une maison, ou bien prédire si un animal est un canard ou non. Donc, les algorithmes qu'on peut utiliser dans ce domaine sont tout ce qui est régression linéaire et logistique. On peut appliquer des algorithmes d'arbre de décision, machine à vecteurs de support, des réseaux de neurones artificiels aussi. Donc, comme outil pour faire de l'apprentissage supervisé, on peut utiliser scikit-learn, TensorFlow, PyTorch, XGBoost, etc. Donc, pour être plus clair sur la définition de l'apprentissage supervisé, essayons de prendre cet exemple. Supposons qu'on veut mettre en place un système qui permet de prédire si un animal est un canard ou non. Donc, sur les données d'entrée, vous pouvez les voir ici. On a les animaux donc, et des étiquettes. Donc, on a le canard, ici l'information canard. Pour chaque animal, on a l'information si c'est un canard ou pas. Donc, pour le lapin, on n'a pas canard et les hérissons aussi, on n'a pas canard. Donc, on donne cet ensemble d'informations à notre modèle pour qu'il puisse apprendre. Donc, c'est la première partie. Et après apprentissage sur ces données étiquetées, donc on va donner un animal quelconque à notre modèle et le modèle sera capable de nous dire si cet animal est un canard ou ce n'est pas un canard. Donc, c'est ça l'apprentissage supervisé. On a les données et des étiquettes. Et pour l'apprentissage non supervisé, donc c'est un peu l'inverse. On a uniquement les données, mais pas des étiquettes. Donc, cela peut être défini comme une méthode de machine learning où le modèle explore des données non annotées donc pour identifier des structures ou des regroupements cachés. Donc, on peut l'utiliser dans tout ce qui est groupement ou clustering ou bien de la réduction de dimensions. Donc, comme exemple, on peut faire le groupement des animaux donc selon leur type ou bien faire de la réduction de dimensions donc pour avoir des dimensions réduites afin de faire de la visualisation plus tard. Donc, comme algorithme, on peut appliquer tout ce qui est k-means, algorithme de clustering hiérarchique, des méthodes de réduction de dimensions aussi comme l'ACP ou bien PCA, Principal Component Analysis, le TSNA et le UMAP par exemple. Donc, comme outil, on peut utiliser scikit-learn par exemple pour faire de l'apprentissage non supervisé. Donc, prenons un exemple aussi pour illustrer l'apprentissage non supervisé. Donc, contrairement à l'exemple précédent avec l'apprentissage supervisé où on avait des étiquettes, ici, vous pouvez remarquer, on a uniquement des animaux et pas leurs étiquettes. Donc, on a des animaux et notre objectif, c'est de construire des groupes. Donc, à la fin, donc, si vous voyez l'apprentissage non supervisé, à la fin, on va se retrouver avec des groupes. Donc, le premier groupe est compris uniquement de canards. Le deuxième groupe, il n'y a que le lapin. Et le troisième groupe, il n'y a que les hérissons. Donc, là, le modèle essaie de créer des groupes et sur chaque groupe, il y a des éléments qui présentent des caractéristiques similaires. Donc, c'est ça l'apprentissage non supervisé en quelque sorte. Pour le supervisé, on a les étiquettes et le non supervisé, on n'a pas d'étiquettes, on a uniquement des données. Et l'objectif, c'est, voilà, l'exemple le plus facile à comprendre, c'est de faire des groupements derrière. Donc, à côté de l'apprentissage non supervisé, on a ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement, donc qui est une méthode aussi de l'apprentissage automatique, donc du machine learning, où un agent donc, apprend à partir des décisions en interagissant avec un environnement et en maximisant ce qu'on appelle une récompense cumulative. Donc, on peut l'appliquer dans tout ce qui est jeu ou bien la création de robots autonomes.
Comme exemple, des méthodes qui utilisent l'apprentissage par renforcement, c'est AlphaGo de Google DeepMind et l'utilisation sur des approches de contrôle de drones, par exemple. Donc, des algorithmes qui implémentent cette approche sont le Key-Learning, Deep Key-Learning, Proximal Policy Optimization. Donc, aussi, la liste n'est pas exhaustive. Comme framework, pour faire de l'apprentissage par renforcement, on peut utiliser OpenAI Gym, Stable Design 3, Ray, RLLib. Il y a aussi d'autres outils qu'on peut utiliser, que ce soit même Hugging Face aujourd'hui. Donc, les bibliothèques sont vraiment ouvertes pour faire de l'apprentissage par renforcement. Donc, prenons un exemple pour comprendre. Là, on a parlé d'agent sur la définition. Donc, pour faire de l'apprentissage par renforcement, on met l'agent directement dans un environnement. Donc, l'agent est doté d'un système intelligent. D'accord? On a un système intelligent qu'on incorpore à l'agent. Donc, l'agent va interagir avec l'environnement de manière directe. Donc, suivant son interaction, il va recevoir ce qu'on appelle des récompenses. Donc, l'agent prend ou bien effectue des actions et via les actions que l'agent effectue, il reçoit des récompenses. Et ces récompenses, en fait, l'agent essaie de les maximiser. Pour un exemple, supposons qu'on veut créer une voiture autonome. Donc, on va mettre la voiture dotée d'un système intelligent directement dans l'environnement, donc sur la route par exemple. Donc, supposons que la voiture doit s'arrêter quand elle voit un feu rouge et que la voiture ne s'arrête pas. Donc là, le retour du système va être un retour négatif. Donc, ce n'est pas une récompense. Alors que si la voiture s'arrête, la voiture va recevoir une récompense. Donc, dans ce cas, il saura que dans cette condition, je dois m'arrêter. Donc, l'objectif, c'est de maximiser cette récompense, comme on le voit en bas, la somme des R, donc la somme des récompenses. À côté de l'apprentissage par renforcement, donc on peut parler aussi de l'apprentissage semi-supervisé, dont l'objectif, en fait, c'est la combinaison entre les deux, c'est-à-dire l'apprentissage supervisé et l'apprentissage non supervisé. Donc, le plus souvent, on l'applique dans des contextes où l'ensemble des données ne sont pas étiquetées, parce que l'étiquetage peut prendre beaucoup de temps, même si aujourd'hui, on peut s'en passer en utilisant des modèles, en fait, ou bien des données synthétiques, mais le plus souvent, l'étiquetage pose toujours problème. Donc, si on a beaucoup de données et que l'ensemble des données n'est pas étiqueté, on peut faire recours à l'utilisation des approches d'apprentissage semi-supervisé. Et les algorithmes, ça peut être des algorithmes basés sur les graphes ou bien des algorithmes comme le semi-supervisé de SVM. Comme outil, on peut utiliser TensorFlow, par exemple, pour faire de l'apprentissage semi-supervisé. Et enfin, l'apprentissage autosupervisé, donc c'est une méthode aussi du machine learning qui apprend à partir de données non étiquetées, mais en générant lui-même des étiquettes ou des tâches prétextes, donc pour structurer son apprentissage. Donc, on peut l'utiliser pour pré-entraîner des modèles, comme exemple tout ce qui est GPT et BERT par exemple, donc utilise cette approche. Et les algorithmes, voilà, on peut avoir des algorithmes basés sur les transformers. Le plus souvent, on peut utiliser de l'apprentissage autosupervisé dans ce contexte. Et aussi les auto-encodeurs. Donc, comme outil, on peut utiliser la bibliothèque transformer de Hugging Face. Et PyTorch aussi, on peut l'utiliser, même TensorFlow ou bien l'API Keras aussi. Donc, un exemple de l'apprentissage autosupervisé, ça peut être l'apprentissage des modèles pour faire du Masking Language Modeling ou bien du Causal Language Modeling. Donc, à gauche, qu'est-ce qu'on a? On a le mot masque donc, qui est en rouge. Donc, on a I am, on met masque, assistante. Donc, on doit remplacer, ou bien le modèle doit remplacer le masque par un mot adéquat dans ce contexte. Donc, il va se baser sur les mots qui sont à gauche et qui sont à droite de masque pour donner le bon mot. Donc, c'est ce qu'on appelle le Masking Language Modeling, donc modélisation masquée du langage. Et on a une autre approche qui s'appelle le Causal Language Modeling. Donc, au lieu en fait de se baser sur le contexte, donc le modèle va se baser uniquement sur les mots précédents. Donc, raison pour laquelle on parle de causal ou bien cause, donc qui prend en compte uniquement l'information passée. Donc, le masque doit être remplacé par un bon mot, donc en tenant compte uniquement l'information qui est passée, comme le I am virtuel. Donc, le Masking Language Modeling est utilisé par des modèles comme BERT et le Causal Language Modeling par des modèles génératifs comme GPT par exemple. Donc, c'était ça sur les différentes méthodes d'apprentissage ou bien du machine learning. Donc,
l'apprentissage supervisé, le non supervisé, l'apprentissage par renforcement, l'apprentissage semi-supervisé et l'apprentissage autosupervisé. Donc pour le supervisé et le non supervisé, le plus souvent on fait référence à l'utilisation de données d'entrée, donc on a des données a priori, alors que pour l'apprentissage par renforcement, donc on apprend via l'expérience. Donc c'est l'expérience qui va guider en fait un peu le modèle suivant les décisions qu'il va prendre. Et le semi-supervisé, quand on n'a pas un jeu de données où l'ensemble des éléments sont étiquetés, et l'autosupervisé, donc c'est utilisé pour des tâches où voilà, on peut faire du masquage, donc on masque certains mots pour essayer de donner la bonne prédiction, c'est-à-dire les mots qui doivent remplacer ces masques. Donc c'était ça de manière générale, et sur la prochaine vidéo, on va entamer directement le deep learning de manière beaucoup plus approfondie. Donc merci pour votre attention.